Allez, salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On vient rajouter un étage ici par rapport à l'émission précédente, donc il va de soi évidemment la progression est logique, donc si vous regardez cette première émission, il faut vraiment vous taper les autres avant. Aujourd'hui, on empile donc sur l'émission précédente la présentation de la zone spéculative de la troisième borne de range, comment on la trouve, quelle est la psychologie un peu de cette pattern, et surtout donc ce qu'il y a à retenir de manière très essentielle par rapport à ce qu'on a dit avant, cette pattern, bien au-delà du fait qu'on va la trader parfois pas la trader, elle a une importance assez capitale dans le suivi de la stratégie parce que ce niveau, tradé ou non, nous servira dans bien d'autres patterns de niveaux plus avancés, que ce soit pour le suivi de tendance ou le trading expérimenté. La pattern en soi, j'espère que vous l'avez comprise, en tout cas elle est relativement simple. Elle consiste en une série de 4 éléments qui doivent se produire dans un ordre bien distinct. Le premier, évidemment, la création d'une tendance. On va la suivre, pas la suivre, bref, on s'en fout. Là, on est plus de dire, de toute façon, on va attendre sa neutralisation. Comment on justifie un niveau suffisant de neutralisation d'une tendance? Il faut tout simplement revenir chercher le contexte opposé et le renverser. Traduction, casser les canaux pour ceux qui utilisent des outils graphiques. Il faut ensuite, dans un second temps, se remonter chercher des zones de prix intéressantes. C'est-à-dire d'abord, on neutralise et puis on revient chercher des zones de gestion du risque. C'est bien ce schéma-là de pattern. Revenir chercher donc le contexte ou l'équivalent fourchette d'Andrews. Et comme on a un problème de gestion dans l'élasticité du temps, quand certains ranges vont prendre plus de temps que d'autres, il nous faut un élément horizontal qui est donc le niveau Fibonacci. Attention à ne pas l'oublier. Les 4 règles principales et les 4 erreurs également qui peuvent être commises sont de trader une borne de range dans un range du T supérieur. Quand un range du T supérieur est en cours, vous tradez ce range-là et pas les autres. On aura tout un tas d'autres trades, et la 4e borne de range notamment, qui serviront à récupérer derrière des stratégies après la 3e borne de range. Donc ce sont des trades qu'on verra plus tard, et attention à ne pas créer des 3e bornes de range dans ces zones-là, ça peut vraiment causer pas mal de problèmes. Surveillez bien donc les couches multi-time frame. La plupart du temps, les erreurs sont liées justement à ces schémas-là. N'oubliez pas qu'on ne trade pas sans signal, et c'est bien ce dont on va parler aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Et surtout, n'oubliez pas de positionner les 3e bornes de range, même s'il n'y a pas de réaction de prix. Ce qui est important, c'est de bien noter ce schéma et la zone dans laquelle il y aurait dû y avoir la réaction, même si elle est inexistante. Bien entendu, on aura des informations à tirer de tout ça. Bref, aujourd'hui, donc, on va un petit peu plus dans le cas de figure, on essaie de répondre à la question subsidiaire. Donc, une fois qu'on a trouvé la zone, est-ce qu'on se fout dedans, oui ou non, et comment? Parce que voilà, comme toujours, la gestion du risque va être une réponse modulaire qui ne revient pas à dire 1 ou 0. Autrement dit, c'est pas juste je rentre ou je rentre pas. Ça peut évidemment être effectivement je rentre, mais est-ce que je rentre à fond? Est-ce que je rentre un peu moins? Voilà, quel niveau de risque est associé à ce trade et comment je vais y répondre? C'est tout ça la gestion du risque. Ou tout simplement, est-ce que le risque dépasse tout simplement tout doute raisonnable, et à ce stade-là, on passe tout simplement son tour des opportunités. Il y en a partout. Autrement dit, rentrer dans un trade merdique juste comme ça pour le plaisir de trader, sincèrement, ça sert à rien. Voilà. Allez, je vous propose de passer direct au contenu éducatif. On va se servir encore une fois d'un PowerPoint parce qu'il me semble que c'est pas mal ici pour bien structurer toutes les idées. Donc, c'est parti. Alors, le PowerPoint qu'on va utiliser ici est la première image. C'est donc tout simplement, on rappelle ici donc des règles. Vous devez bien avoir, je le rappelle encore une fois, c'est extrêmement important, ce mouvement tendanciel qui précède. Si vous tradez des ranges dans des ranges, en fait, vous perdez tout l'intérêt statistique de cette pattern qui doit bien traduire un état de marché spécifique, l'indécision, et surtout venir retester le marché après une indécision plus ou moins formelle. En tout cas, on va nécessiter plusieurs éléments de validation avant de dire, ok, le marché hésite, donc on va essayer de profiter de cette hésitation et surtout donc de la seule zone dans le range où cette hésitation peut être entre guillemets utilisable dans une stratégie de trading. C'est la seule zone entre guillemets qu'on a dit à faible risque, même si le risque zéro n'existe pas. Bref, ici donc sans passer dans les détails de ni revenir sur l'émission précédente, on a bien donc une belle 3e borne de range positionnée dans sa zone spéculative. Donc on vient bien ici renverser notre tendance, renverser le canal de contexte en tout cas. On revient bien derrière chercher un niveau de Fibonacci assez suffisant, et on voit bien ici donc en l'occurrence le renversement se fait à l'intérieur du contexte. Ok ? Donc là dans le cas de figure ici, on ne sait jamais ce qu'on va faire, on sait juste que la zone est là. Alors évidemment, l'algorithme est là aussi pour simplifier le travail, c'est à ça que servent ces petits carrés-là, donc après si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, mais là en l'occurrence, la zone a été détectée, et en plus, l'algo le détecte comme un range vendeur. Donc là, c'est juste carton plein, autrement dit, vous voyez la zone, l'algorithme la voit, c'est que probablement aucun de vous deux n'a commis de bêtises, en tout cas ça limite sérieusement la probabilité.
C'est d'ailleurs à ça que servent ces alertes, pour que vous n'ayez pas spécialement à regarder le marché tout le temps, mais que l'algo détecte pour vous certaines conditions. Après, à vous évidemment de venir les vérifier. Donc là, vous et l'algo, vous voyez la même chose, c'est déjà une première bonne chose ici. Ensuite, quand on va se positionner ici dans la gestion du risque, la question qu'on va donc avoir, ok, on a la détection d'un contexte favorable. Ça ne veut pas dire trader. Là, on va vraiment passer sur la partie mise en place de la mesure du risque dans un premier temps. Et pour ce faire, la première chose qu'on va réaliser, c'est combiner les informations. Le problème que font la plupart des gens dans un trading, c'est que ce qu'ils font, c'est qu'ils lisent le marché comme ça. Alors là, évidemment, la pattern au début, quand vous allez la prendre, il faut bien la prendre de gauche à droite. Tendance, renversement, troisième borne. Vous verrez qu'après, avec un peu plus d'expérience et de pratique de cette structure, en soi, vous allez lire à l'envers. C'est-à-dire que vous allez voir tout de suite la pattern, vous dire, ok, là, je sens bien qu'il y a un truc. Ah tiens, est-ce que c'est pas une troisième borne de range? Et en soi, vous allez remonter les informations. Quand vous aurez en fait ce sentiment-là de voir la pattern, mais pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, normalement, je vous le donne comme ça, c'est un signe de bonne maîtrise de la pattern. Donc, voilà, vous mettez ça dans un coin de votre tête. Si vous arrivez à la voir comme ça, c'est déjà plutôt bon signe pour vous, c'est que vous maturez bien sur cette pattern. Bref, ensuite, la façon dont on va se positionner ici sur ce truc-là et la façon dont on va rechercher les informations, on va les prendre à deux endroits, à la fois sur le graphique et aussi sur l'oscillateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en tout cas, si vous utilisez mes outils, il y a des informations de gestion du risque qui proviennent de la partie graphique. Normalement, la partie graphique, elle est spécifiquement utilisée pour trouver la zone spéculative, mais moi, pour des soucis de simplicité, j'ai rajouté les patterns de breakout, là, qui sont ces petites croix ou les carrés, sur la partie graphique. Donc attention à ne pas oublier ces signaux-là. Ils font partie des informations que vous devez réunir dans la gestion du risque. Donc, ne pas dire simplement, ok, j'ai ma zone spéculative, je fous mes yeux sur l'oscillateur. N'oubliez pas de regarder ce qui se passe là. N'oubliez pas les alertes de contexte. Voilà, donc il y a plein de trucs ici sur la partie graphique qui peuvent vous alerter d'un niveau de risque que vous pourriez oublier. Donc, dans la gestion du risque, on rassemble ces informations. Ok, c'est très important de faire tout ça. Évidemment, une fois qu'on a rassemblé ici, et on rassemble toujours l'information à proximité du signal, tout ce qui se passe entre, en fait, on s'en fout. Et comme je vous dis, quand vous maîtriserez une pattern, vous lirez plutôt comme ça. C'est plutôt de dire, je vois ma pattern, ok, je vois la gestion du risque, ça correspond bien à un range vendeur, je vérifie bien mes informations, est-ce qu'il y a bien une tendance, est-ce qu'on a bien retourné mes contextes. Mais pour moi, ça vient généralement dans un second temps. Vous, je sais que vous lisez de gauche à droite, c'est clair. Mais bon, il faut bien commencer. Donc, si vous lisez de gauche à droite, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est au moins que vous vous rassuriez à respecter les règles. Donc, si vous voulez d'abord valider une tendance avant de faire vos troisième bornes, pas de souci. Vous verrez que normalement, avec l'expérience, vous irez dans l'autre sens. Voilà. Bref, donc, une fois qu'on est là, on regarde. Alors là, j'ai pas de petite croix, j'ai pas de breakout, ok, j'ai l'algorithme qui détecte un range vendeur. Ouais, vite fait, quand je reviens en arrière, ça correspond bien à ma pattern. Donc, j'ai rassemblé toutes mes informations, j'ai pas d'alerte de contexte, j'ai pas de squeeze, etc. Je vais regarder mon momentum, ma partie oscillateur. Ok, c'est là où je vais donc récupérer la première information subsidiaire. Je regarde ce qui se passe sur mon oscillateur, mais uniquement à court terme. Après, je vais remonter les informations. Je vais regarder la nature du signal de ma seconde borne, puis la nature du signal de ma première borne, et la structure de prix qui se trouve à l'intérieur de tout ça. C'est tout ça qu'on va utiliser dans la gestion du risque. Après, vous verrez évidemment, là je vais prendre du temps pour l'expliquer, quand on est habitué à tout ça, ça se fait très très vite. Et la mesure du risque se fait en l'espace de quelques secondes, il suffit juste de récolter les informations. L'assemblage et la combinaison de tout ça, avec l'expérience, ça va de plus en plus vite. Très sincèrement, au bout d'un moment, la gestion du risque, ça se fait comme ça. Voilà. Bref, donc ici on mesure notre risque, ce qu'on veut obtenir c'est un gradient, d'accord, donc pas je rentre, je sors, enfin je rentre ou je rentre pas, mais ok, si je rentre, est-ce que je suis plutôt bon, entre guillemets, considérer que je dois donner une note de 0 à 100. Et on va dire, tout ce qui est en dessous de 50, je m'en bats les couilles. En gros, c'est sous la moyenne, je traderai pas, c'est pas intéressant. Je vais essayer de définir ma zone de confort, de dire, bon bah évidemment, si j'essaie d'avoir 100, c'est très rare, je vais jamais avoir le signal parfait ou très rarement. Donc ça va m'intéresser de trouver une zone de confort, on va dire, dès que je vais me rapprocher de 60, ça va être bien, mais pas génial. Dès que je vais me rapprocher de 80 ou 90, là, ça va être beaucoup plus sympa. Autrement dit, je vais m'exposer plus si j'ai une bonne note, entre guillemets. Je m'exposerai beaucoup moins si j'ai une note plus proche de 60, et je passerai clairement mon tour si on est proche de 50, voire en dessous.
Ok? Bref, donc ici, j'ai récolté mes informations. Maintenant, je passe à la partie oscillateur. Qu'est-ce que j'ai comme nature de signal? J'ai bien la bande rouge ici. C'est tout simplement, là, je l'utilise pour avoir accès à l'historique. En gros, ça veut juste dire qu'ici, vous aviez marqué sine wave OK. Ça veut dire que la composante cyclique de l'indicateur de signal est d'accord avec une vente. Et rappelez-vous, le sine wave sert surtout à filtrer les signaux de momentum. C'est plus, on va dire, une vérification supplémentaire qu'un signal en soi. On ne traite pas juste un cycle. On traite toujours un cycle avec une pattern de momentum de préférence. Ici, donc, c'est l'algo détecte une pattern de TP. Si vous utilisez vos propres outils de signaux, il faut définir vos propres patterns. Et comme on l'a dit, ce qui est important, c'est qu'il y en ait plusieurs et que vous soyez capable de les hiérarchiser. Par exemple, le surachat, normalement, c'est mieux que la divergence. Mais voilà, il faut hiérarchiser un petit peu ces trucs-là. Ok ? Que vous ayez un gradient de signaux. Donc là, TP, moi, dans le gradient de mes signaux, là, par contre, il faut aller dans le PDF si vous voulez, c'est pas la pattern la plus bandante. Donc pour une borne, ça va, mais c'est pas génial. Autrement dit, ici, donc sur mon curseur, comme on a dit tout à l'heure, j'étais plutôt bien, on va dire j'étais sur du 75, on va dire j'étais au milieu d'un signal classique. Là, ça descend un peu, je serais plutôt sur du 65. Voilà, TP, c'est pas hyper bandant. Donc je vais essayer de voir, en revenant dans l'historique, regardez ce qui se passe sur les zones spéculatives et uniquement dans ces zones-là, je vais regarder et essayer d'aller récolter l'information. Donc je vais retourner dans le temps, ok, et je vais essayer d'améliorer cette gestion du risque, puisque pour l'instant, en gros, c'est si je rentre, je vais pas y aller fort, quoi. Je vais même y aller doudou. Mais ça m'empêcherait pas de rentrer. Là, clairement, j'ai une pattern, elle est détectée, j'ai le signal, je vais y aller. C'est juste que je vais y aller moins fort, vu que ce n'est qu'un TP. Sauf si j'arrive à trouver des gestions du risque qui me permettraient de remonter un peu ma note. Ok ? Donc, ce que je regarde, c'est uniquement les zones où il y a eu des choses qui se sont produites. Dans ma pattern, les points d'ancrage et les autres contextes se sont déjà réalisés, donc je n'ai pas besoin de spéculer pour les trouver, je les vois. C'est ma deuxième borne de range et ma première borne de range. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas ce TP ici, j'en ai rien à foutre, il sert à rien, il est au milieu de nulle part. C'est pas cette survente, elle sert à rien. On ne regarde que les signaux qui se produisent sur des contextes. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé ici sur le bottom. TP, et on voit bien qu'il y a une belle divergence en plus sur le momentum. Là, évidemment, il détecte que le TP, l'algo, mais il y a bien une belle div. On voit bien qu'on fait des nouveaux plus bas sur le prix, et pas. Donc là, c'est bien, TP plus divergence, ça me dit, ok, les boules sont quand même pas mal, ils se défendent bien, et par contre, je note qu'ils se sont bien fait dérouiller ici, mais ici, ils ont trouvé un bon signal, et ils ont payé, et relativement rapidement. Ok, maintenant, je regarde ce qui s'est passé dans le camp vendeur, je fais ma pondération. Moi, là, ici, je vais me positionner dans le camp vendeur, donc contraire au sens de la tendance, mais dans une zone de neutre, où normalement, l'hésitation doit dominer. Donc je mesure les forces acheteuses et vendeuses en place. Je note que les acheteurs ont donc un bon signal, mais qui se sont bien fait dérouiller sur celui-là par contre. Là, il y avait un signal et on leur a foutu une belle tatane. Donc, les acheteurs, bien, mais au deuxième coup. Autrement dit, ils ont réussi à faire leur job, mais le premier s'est bien planté. Ici, je regarde ma nature de mon signal, c'est TP et squeeze. Ouf, là, c'est quand même un peu plus punchy, et il y a même ici une divergence. Et je me décale parce que c'est juste derrière la machin. Hop, voilà. Donc ici, c'est divergence, take profit plus squeeze. Là, on dit, ok, ils ont essayé de bien bourrer les boules, mais pas bien bandant, ça passe pas génial. Donc dans ces cas de figure-là, le premier truc qu'on va se dire, c'est... Bon, là, les boules, ils ont bien tiré, bien fort, donc c'est carrément légitime qu'ils se soient pris une grosse patate derrière, et que surtout, il fallait pas acheter ici. Ok ? Donc on avait bien une belle tendance bien mature, ils ont tiré comme des glands, c'est un peu excessif sur la fin. La contrepartie vendeuse derrière est totalement légitime, ce qui explique aussi pourquoi il ne fallait pas payer le signal ici. Entre guillemets, j'ai vraiment quelque chose de très neutre. J'ai un fort signal vendeur dû à des excès et j'ai une bonne tenue des signaux acheteurs après une première pétage dedans qui était ici plus que légitime étant donné les excès. Autrement dit, ça ici, ça semble plutôt être la contrepartie d'un excès haussier, et le deuxième signal derrière est le bon, celui qui réagit, ainsi de suite. Ok, donc pour l'instant, dans la mesure de mes trucs, c'est plutôt pas mal. Je vois bien des vendeurs, je vois bien des acheteurs, mais ça reste un peu neutre. Donc ici, on va dire mon curseur qui était descendu à 65, je vais le remonter à 70, mais c'est pas non plus hyper bandant. Si je veux aller un petit peu plus loin, je peux faire une étude cyclique.
C'est-à-dire, je vais encore une fois agglomérer des informations. Là, ce qui est important, c'est de regarder donc la construction des vagues intermédiaires. Je vais donc étudier la force relative de mon schéma vague 1, vague 2 à mon schéma vague 2, vague 3. Et je peux évidemment prendre en compte la force de la tendance. Bon, ici, force de la tendance, clairement excessif, on l'a vu, on l'a dit. Donc, la réponse légitime baissière est assez normale. On a même ici un gap entre les deux, ça a bien bourré, ils ont pété un signal acheteur, et on voit bien que la force de la vague est quand même bien pentue. On a bien dérouillé de l'acheteur, mais ça paye. Et ici, on n'a pas les Fibos, mais en l'occurrence, on a payé sur un niveau Fibo. Donc, les acheteurs se tiennent bien, mais les vendeurs sont légitimes également parce qu'on est bien monté. Donc, il est tout à fait logique que des profits soient récoltés. Si j'étudie la deuxième vague, là c'est intéressant, je vois une première vague qui s'est construite avec un breakout ici, évidemment dans un range, on déborde jamais les targets de break, donc ici c'est ce qui nous a donné la première zone de gestion du risque, premier push, ça s'arrête, on consolide sur les UT inférieures, et on remet un deuxième petit push qui vient chercher notre zone de vente. Donc notre zonk, un premier repli assez puissant, les boules se remettent en selle, et puis là ils broutent un peu. Donc là je me dis clairement, c'est pas mal, là pour le coup ça rehausse ma note. Autrement dit, je repasserai à 75. Donc si je fais le suivi de ce que je viens de faire ici, je regarde mon signal d'abord, parce que rappelez-vous, on regarde toujours les éléments à court terme en premier. On lit vraiment de droite à gauche. Avant de regarder la structure qui précède, on regarde déjà si c'est viable de passer le temps à faire cette analyse-là. Pour moi, clairement, oui, signal dans la zone spéculative, je vois un TP, c'est pas hyper bandant, donc je rabaisse un petit peu ma note. Je vais donc me diriger vers une analyse plus poussée. D'autres éléments sont à mettre en place ici. Vous pouvez utiliser évidemment l'analyse de la première et de la deuxième borne, et éventuellement, si ça reste toujours très mitigé, éventuellement essayer de pondérer la structure des vagues, même si l'étude de la structure des vagues reste un petit peu plus subjective pour vous. On fera peut-être une émission là-dessus. Ok, mais les choses que vous pouvez faire de manière très rationnelle, c'est vraiment analyser votre signal troisième borne et pondérer la façon et les signaux que vous avez eus entre première et deuxième borne. Ok ? Très important. Ici, clairement, on a affaire à une pattern académique dans laquelle, franchement, faut y aller. Faut pas y aller all-in, mais il faut y aller avec un schéma classique, 1% de risque, et on va mesurer et placer les stop-loss. Après, on en parle un petit peu plus loin. Voilà. Important donc bien de comprendre, les signaux hors des zones spéculatives ne servent à rien, et vraiment, c'est hyper important. Vous avez ici affaire à des algos extrêmement sensibles. Autrement dit, vous voyez, il y a des signaux partout, tout le temps. Mais si vous êtes incapable de filtrer les signaux qui ont de la valeur, vous allez péter un câble. Il y a des signaux tout le temps. Les signaux sont pas là pour vous lire le marché. Les signaux sont là pour gérer le risque des zones spéculatives et ça ne se fait que dans ce sens. On travaille toujours zone spéculative, lecture du signal qui a déclenché dans cette zone-là et certainement pas « Ah, je comprends rien, donc je lis le momentum, je pense que c'est ça qui va m'expliquer le marché ». Aïe aïe aïe. Donc non, vraiment ça on fait surtout pas. Vraiment toujours dans un sens prédéfini. La zone, lecture du signal dans la zone. Pas j'essaie de comprendre et après je remonte les informations en haut. C'est toujours de haut en bas. Pensez comme ça. Au début, vous allez lire de gauche à droite et vous verrez qu'avec l'expérience, vous lirez de droite à gauche. Ok ? Et vraiment, c'est cette information-là. On lit bien de haut en bas, de droite à gauche. Essayez de marquer ça dans votre esprit, c'est hyper important. Deuxième graphique. Ici, vous retrouvez le graphique qu'on avait vu la dernière fois. On va faire une petite aparté ici sur les deux différents types de range, comme on l'a dit, qui se mesurent principalement par la façon dont le marché s'est comporté entre la vague 1 et la vague 2. La violence avec laquelle la réaction opposée à la tendance s'est mise en place. Un trade que vous ne prenez pas puisque c'est un trade d'expérimenté, mais bien comprendre que c'est lui qui va vous orienter vers une stratégie ou l'autre. Est-ce que vous allez choisir ça ou est-ce que vous allez choisir ça comme contexte? D'accord ? Les signaux, dans le cas d'une troisième borne de range vendeuse, vont être conditionnés sous une certaine forme. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir trader une troisième borne de range tendancielle sur la zone Fibo 61, c'est-à-dire avec une prise de risque supérieure, il va falloir que vous ayez ce qu'on appelle un signal tendanciel. Si on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord ? J'ai bien pensé le truc, il y a un code couleur dans Momentum. C'est-à-dire que tous les signaux qui sont gris sont des signaux OK pour le range, mais par contre, il faudra quand même 76% de retracement. C'est-à-dire que c'est pas mal, mais c'est pas hyper bandant. Les signaux tendanciels sont des signaux de couleur. Autrement dit, si vous êtes dans la recherche d'un range vendeur, signal rouge. Vous êtes dans la recherche d'un range acheteur, signal bleu, et si vous avez autre chose que ça, eh ben, il va falloir attendre le Fibo 76. C'est vraiment de dire, c'est soit vous avez un signal tendanciel et vous êtes autorisé à trader à partir de 61 avec la prise de risque maximale, mais dans ce cas-là, c'est la qualité de votre signal qui va compenser cette prise de risque supérieure et qui va vous permettre de trader dans le canal et enfin dans le contexte et avec un Fibo 61 au lieu de 76
etc. Par contre, vous pouvez donc compenser cette gestion du risque défaillante. C'est-à-dire que parfois, vous n'aurez pas de signaux tendanciels, comme le take profit ici, qui n'est donc pas un signal rouge, mais qui est un signal gris. Dans ce cas-là, ça peut être compensé soit par une gestion du risque supplémentaire. Dans ce cas-là, au lieu de trader Fibo 61, on tradera à partir du Fibo 76. On peut toujours trader dans le contexte. Si on a bien dérouillé la vague ici, rappelez-vous notre exemple précédent, on n'a qu'un TP, mais au final, on a eu 76% de retracement. Donc là, le TP en soi peut tout à fait se trader comme un range vendeur. Ok ? Simplement dans ces cas de figure-là, le signal de tendance est absolument nécessaire si vous voulez trader à partir du Fibo 61. Sinon, c'est pas, voilà. Vous pouvez de temps en temps utiliser une autre gestion du risque graphique, par exemple un breakout, c'est-à-dire que si vous avez une target de break proche du Fibo 61 et que vous venez taper ça à l'intérieur du contexte et qu'il y a bien les conditions réunies entre vague 1 et vague 2, franchement, vous pouvez y aller. Okay, c'est-à-dire que le breakout peut vous servir de gestion du risque. C'est pas non plus parfait, mais ça vous permettra de réduire le risque. Il faudra quand même un signal, c'est-à-dire ne n'y allez pas cul nu, mais c'est de dire si vous n'avez pas un signal tendanciel et qu'un signal gris, mais avec une target, c'est pas mal. Moi, je pense que ça compense l'un en l'autre. C'est de dire il y en a un qui réduit le niveau de la note, il y en a un qui remonte, donc en soi, c'est pas si mal et ça peut à peu près se compenser. Ce qui est un peu important, attendez les confirmations. Alors ça, je sais que c'est extrêmement dur, mais les confirmations, ce sont les petits triangles que vous avez sur l'algorithme. Alors, si vous n'utilisez pas l'algo, une confirmation, vous pouvez utiliser des cassures de moyenne mobile de court terme, des structures de chandelier japonais, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui montre que le prix commence à réagir. C'est hyper important. Il ne s'agit pas juste de dire, on est dans la zone, j'ai un signal de momentum ou Dieu sait quoi, j'y vais. Voilà, il faut vraiment voir le prix réagir. Alors normalement, le momentum réagit au prix, donc si le momentum réagit, le prix doit réagir. Mais c'est hyper important d'avoir une composante graphique qui valide. Autrement dit, dans la lecture, comme on l'a dit, dans le schéma, c'est je lis mes informations à court terme, de droite à gauche. Ensuite, je ramène ces informations de haut en bas. Je vais chercher l'information en bas. Ok ? Et à la fin, on remonte sur la partie graphique pour attendre la confirmation des signaux qu'on est allé récupérer en bas. Ok ? C'est hyper important. En tout cas, c'est une couche supplémentaire de gestion du risque qui permet d'éviter les conneries. Ok ? Ce qui nous permet évidemment, comme on l'avait déjà pressenti dans la première fois, c'est vraiment de mesurer également la force des signaux de retournement première et deuxième borne. Si vous avez un signal tout merdique ici, même si vous avez un peu dérouillé les contextes, vous partirez plutôt sur un range neutre. Voilà. Évidemment, ça requiert, pour prendre le risque de trader dans le contexte avec un Fibo 61, qui est quand même donc un signal acheteur pas trop mal, et surtout un beau signal vendeur en haut. C'est hyper important. Dans le cas d'une troisième borne de consolidation de tendance haussière. Vous inversez tout ça dans un sens inverse. Voilà. Évidemment, donc, dans le doute, on privilégie le range neutre qui propose des gestions du risque supplémentaires. Autrement dit, si vous sentez quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous allez tout de suite sur le range neutre, quitte à ne pas prendre le trade. Il vaut mieux ne pas le prendre. Vous notez quand même le fait qu'il y a une troisième borne, parce qu'on utilisera ces informations pour d'autres patterns, mais est-ce que vous allez le trader si vous avez un doute? Franchement, il vaut mieux pas. Ok? C'est hyper important. Donc, en conclusion, l'essentiel ici, le type de signal doit valider le contexte, sinon on attend et on réduit sa prise de risque, on attend des informations supplémentaires. Si vous arrivez dans la zone et qu'il n'y a pas un signal, peut-être qu'on va passer un peu de temps à plat, faire un petit excès et vous déclencher un signal. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant de trader ce signal-là. Voilà, ok? C'est bien important, donc la seule chose qui a d'intérêt en termes de signal, c'est quand vous êtes dans la zone spéculative. La zone spéculative, c'est pas un instant précis, c'est une zone de prix dans laquelle il y a une constante temporelle également, puisque vos contextes vont évoluer dans le temps, donc c'est pas non plus no limite sur le temps qui est imparti pour trader dans ces zones-là, mais en soi, c'est pas non plus 5 bougies qui vont vous permettre de trader la zone. Autrement dit, un peu de patience, mais ne regardez par contre que les signaux qui se produisent à l'intérieur de ces clusters spéculatifs. Ok ? On passe à un petit cas pratique ici, donc mise en perspective de la gestion du risque. Comment on utilise là? Alors pour le coup, je peux le faire malheureusement que pour les outils. Ça, j'aurais un petit peu plus de mal à vous donner une gestion du risque avec les canaux et compagnie, même si je pense que des parallèles peuvent être faits. Je vous laisse le loisir là par contre de fabriquer votre gestion du risque. C'est plus de dire ici, si je mouille le maillot en mettant mon tampon en disant vous faites comme ça avec les canaux et les fourchettes, alors que c'est des outils que je connais, je sais que ça marche bien, mais je les utilise pas personnellement puisque j'utilise mes outils, j'ai un peu de mal. Voilà, donc je mettrai pas mon tampon, mais je pense clairement que d'un point de vue logique et stratégique, il y a énormément de parallèles qui peuvent être faits. C'est plus par acquis de conscience ici que je ne rentrerai pas dans ce biais-là. Ok ?
Donc, moi, les règles que je vous donne pour la gestion du risque avec les outils, dans une troisième borne de range. Chaque contexte aura sa gestion du risque, ok? Mais pour la troisième borne de range, la façon la plus facile de positionner et de dimensionner le stop loss pour les débutants, taille du canal de tendance. Autrement dit, quand vous rentrez en position, vous mesurez la taille du canal de tendance et vous foutez un stop loss de cette taille-là. Autrement dit, vous rentrez ici, la taille du canal de tendance c'est ça, vous foutez un stop loss ici. Simple. Ok, on ne se complique pas la tâche plus que ça, je ne peux pas faire plus facile que ça, et ça gère très bien le risque. Le cas de figure où le marché est tellement volatile que votre canal de tendance est hyper large, d'accord, justement ça va être un signe de volatilité. Donc vous allez vous dire, volatilité égale risque égale merde, bon voilà, mais par contre ça fait super cher le stop loss, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas de figure-là, vous allez diviser la taille du canal de tendance par 2, mais vous allez évidemment me diviser la taille de la position par 2. Ok, risque égale, je vais prendre plus de risque en divisant la taille du stop loss, par contre vous allez prendre moins de risque sur la taille de position. On compense la prise de risque, évidemment, par une plus maigre exposition du capital. Ok, à condition évidemment que le signal soit ok, que vous ayez bien vérifié la zone spéculative et tout y quanti, hein, on est bien d'accord. Donc là, dans le cas de figure ici, qui est vraiment... Et en plus, je prends un trade qui ne marche pas, hein, qu'on soit bien d'accord. La gestion du risque, pour moi, c'est quand ça se passe bien, c'est trop facile. Hein. Donc c'est plutôt ici, on prend un cas de figure où il y a un stop loss, mais ce sera un stop sans perte, ici en l'occurrence. Ok ? Le trade, une fois qu'il est pris, il y a une gestion qui se met en place. C'est pas juste je rentre et magique, ça va aller chercher ma target ou je mets c'est pas juste on-off. Voilà, une fois qu'on est rentré, c'est pas soit le marché va chercher mon stop loss, soit le marché va chercher ma target. Non, on va gérer le risque, mais on ne gère pas le risque au pifomètre. C'est pas je sens que ça monte, je sens que ça baisse. Vous devez tout rationaliser pour éviter les biais personnels. Donc ici, on va tout rationaliser. C'est-à-dire, je vous donne des règles, vous les suivez, point barre. Ok, on va pas se compliquer la vie. Même chose, celles-là, elles peuvent être transposées, je pense, sur les canaux, sans aucun problème, pour le suivi de position. Pour le dimensionnement du stop loss, vous vous démerdez un peu, je pense, mais je sais pas si la taille de votre canal de tendance suffira, je sais pas. Donc, la première chose, la validation se mettra en place avec le canal de tendance. Donc, vous rentrez toujours dans les contextes, ok, ici. La validation, c'est quand vous atteignez le canal de tendance opposé. Ici, on considère donc qu'il y a une réaction de prix favorable à votre zone spéculative. C'est encore loin d'être gagné, mais au moins il y a une réaction. Donc c'est plutôt pas mal, évidemment. A contrario, quand on va rentrer à la vente et qu'on va avoir derrière, par exemple, un marché qui réagit et puis qui réaccélère en tenant plusieurs clôtures au-dessus du canal de tendance, on va se dire pas génial, génial. Au contraire, au lieu de réagir favorablement, le marché est plutôt en train d'accélérer. Dans ce cas-là, plusieurs choses peuvent être mises en place. Soit dans ce cas-là, vous mettez une target, donc un take profit, sur votre prix d'entrée pour espérer vous barrer si jamais il y a une petite mèche qui revient vous servir. Ou tout simplement, vous vous dites, bon j'ai un stop loss, je prends le risque. Le marché m'invalide peut-être un tout petit peu à court terme, il va venir travailler un peu cette zone-là en excès, et puis au final, peut-être quand même vous valider. Donc là, évidemment, ça se lie en général par rapport à la qualité des signaux, et on doit prendre une décision. Est-ce qu'on invalide le trade en cours de route, ou est-ce qu'on a mis en place un scénario, on a dimensionné un stop loss, on accepte une part relative de chaos. Il ne faut pas se laisser envisager à dire « Ah mon Dieu, ça déborde le canal, vite, je sors ». Non, non, il y a quand même un stop loss à la base qui est dimensionné en conséquence. Voilà. Là, dans le cas de figure ici, c'est validation. C'est-à-dire qu'au lieu d'accélérer à travers le canal de tendance, on vient bien chercher la borne opposée, réaction favorable des prix dans la zone spéculative. Bref, on n'est pas le seul à avoir pris ce trade. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il va tirer jusqu'à son objectif. Ce qu'on va faire ici, c'est donc la première gestion du risque. Là, je vous réfère au PDF. Vous avez toute la grille que je vous ai préfabriquée pour une gestion du risque dans une troisième borne de range, qu'elle soit qu'elle soit tendancielle ou neutre. Okay, donc vous vous référez à ce que je vous ai mis là-dedans par rapport à différents niveaux d'agressivité. Bref, j'ai quand même fait un bon boulot et je ne vais pas revenir là-dessus. Ok, mais vous pouvez construire vos propres décisions de trading. Dire ici, par exemple, je prends 10%. Voilà, c'est vous qui décidez. Vous construisez un schéma, mais par contre, il faut qu'il soit plus ou moins récurrent et lié à la gestion du risque. Des postures plus ou moins agressives en fonction de la qualité du signal. Ok. La suite, donc, c'est la médiane du contexte qui est importante en clôture. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va considérer comme un niveau de confirmation. Dès que le prix va réussir à clôturer dans la partie inférieure du canal de contexte, on considérera qu'il y a confirmation du trade. Ici, ça n'a jamais été le cas. D'accord ? Ici, on n'a jamais réussi à confirmer ce trade, par exemple. Ok ? Parmi les objectifs, par contre, de ce trade, dans un trade de range neutre, on visera 76% de Fibo. Dans un trade de range vendeur, comme c'était le cas ici, normalement, on vise sous le contexte acheteur avec un débordement du
plus bas, c'est-à-dire de la vague 2. Ok, enfin du point 2. Donc là, en l'occurrence, comme on était parti sur un range vendeur, à ce stade-là, dans la psychologie de la gestion du risque, on valide son trade, donc on réduit son stop loss, on prend un profit partiel, bref, ça dépend de l'agressivité que vous avez allouée à cette gestion du risque. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Je vous donne plusieurs options, hein, donc faible risque, risque modéré et agressif dans le PDF. Vous suivez un peu celui que vous sentez. Ici, en l'occurrence, on voit qu'on atteint le Fibo 76, mais normalement, c'est pas une target pour notre range vendeur. Donc ici, théoriquement, on ferait rien. Voilà. Et là, en l'occurrence, le range est venu s'arrêter ici. Et c'est bien le cas de figure qu'on a vu ce matin dans l'autre émission, où en fait, ici, on a un range vendeur qui avorte et qui se met à constituer au final un triangle. Ici, on avait donc notre première vague, qui avait donc en fait tracé une trendline, et voyez ce que fait le marché. Il réagit sur la zone de confirmation, et donc la zone de prise de profit d'un range neutre, 76% de retracement de la vague 1-2. Il s'arrête là, et il retrace, il revient chercher proche de votre prix d'entrée. Il déclenche ici une nouvelle pattern de range vendeur, qui donc vous alerter pour dire, attendez, il y a un nouveau contexte de range vendeur, aïe aïe aïe, bon, ça doit vous alerter. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va lire l'information. Qu'est-ce qu'on a comme truc? Bon, une divergence. Elle n'est pas détectée, mais elle est bien visible. On a une divergence de momentum. On se dit, bon, une divergence ici, je vais rester vendeur. En soi, c'est peut-être juste le marché travaille et il va m'envoyer toute la sauce ici. Moi, à ce stade-là, je ne m'inquiéterai pas. Je resterai toujours dans le range vendeur. Ok ? À ce jeu-là, malheureusement, le marché retourne chercher le canal de tendance et au lieu d'accélérer au sud, paye. Il vient donc cette fois casser le canal de tendance et le canal de contexte en même temps, avec une information graphique de cassure de cycle. Là, c'est plus bandant du tout. Là, on s'est fait déclencher le stop loss puisqu'on l'avait abaissé avant. Et là, malheureusement, il y a toutes les raisons de penser que ce stop loss, il est tout à fait légitime. Là, c'est le moment où il ne faut pas lutter. Là, c'est le moment où, malheureusement, vous prenez votre stop loss, tant pis. Ok ? Là, tous les éléments graphiques tendent à penser que le range ne s'est pas déroulé comme vous le pensiez. Vous avez pensé à un range vendeur. Au final, la lecture des signaux vous invitera à penser que c'est plutôt un range neutre qui est en phase. Et ici, on est en train d'en sortir par le haut. Vous devez clairement invalider votre stratégie. Vous avez pris un range vendeur, au final c'est un range neutre. Ici en l'occurrence vous perdez rien, ce qui veut dire que malgré le fait que vous êtes planté de contexte, vous perdez pas de blé. Et si en plus vous avez fait des TP partiels ici, ça veut dire c'est des gains garantis. Vous avez gagné un peu, vous n'avez pas gagné toute la position, c'est dommage. On a atteint validation mais pas la confirmation. À ce stade-là, voilà. Et c'est passé proche pour la confirmation théoriquement. Et ici on aurait pu se dire, on aurait pu se dire... ça devrait passer, et au final, voilà, ça passe pas. Il y a des cas comme ça. Donc ici, c'est le cas d'un trade qui ne parvient pas à confirmer, qui sort de la structure de range, et pourtant, vous perdrez jamais d'argent dans ces conditions-là, ou même vous en gagnerez un peu si vous avez pris une gestion du risque très faible risque. Voilà. Ok ? Donc voilà comment ça va se dérouler. C'est vraiment essentiel que vous compreniez ces étapes de gestion du risque. Canal de tendance opposé égale validation du trade. Clôture sous les 50% du contexte égale confirmation. Atteinte du contexte opposé et son débordement baissier avec débordement du plus bas en objectif pour le range vendeur, 76% de Fibo ou l'atteinte du contexte opposé pour le range neutre. Ok ? En notant qu'il y a donc des cas de figure un peu chiants où vous avez tout pour un range vendeur et au final, ça fait un range neutre. Et dans ce cas-là, normalement, vous perdez rien, mais vous gagnez même normalement un tout petit peu si vous avez sécurisé vos trades vendeurs. Ok ? Voilà comment la gestion du risque se met en place dans ces structures-là. L'intérêt ici, c'est bien de vous faire comprendre que comme tout est rationalisé dans cette stratégie, et c'est un peu l'intérêt des indicateurs pour moi, c'est que vous n'avez pas à regarder tout ce qui se passe. Quand vous êtes rentré en position, à ce stade-là, vous avez un stop loss, vous mettez une alerte sur la validation. Et à la validation, vous réalisez votre action de trading. Une fois que le trade est validé, vous savez que la prochaine étape, c'est soit votre stop loss, soit la confirmation. Vous mettez une alerte, clôture sous les 50% de contexte. En fait, vous pouvez légitimement rationaliser toutes vos prises de décision par des alertes. Donc, ça vous évite de regarder les graphiques, ça évite de faire travailler les biais d'impatience, ça évite de faire travailler les biais d'incertitude. C'est clairement en rationalisant au plus votre structure de gestion du risque et en utilisant les alertes que normalement vous progressez doucement vers la gestion du risque, doucement et sereinement. Voilà. Donc, c'est là où les outils, à mon sens, proposent un léger avantage. C'est le sens où vous avez tous ces systèmes d'alerte qui vous simplifient le truc, tous ces algos où je me suis cassé le cul à le faire. Encore une fois, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est un confort que certains ne peuvent s'offrir, donc ne vous offrez pas un confort et un luxe si vous n'en avez pas les moyens
ok? Les solutions alternatives fonctionnent tout aussi bien, c'est juste que vous devez fournir un peu plus de travail personnel, et c'est tout à fait logique. Voilà. Rien n'est impossible, rien n'est obligatoire. Travaillez sur tous ces contextes, apprenez à formaliser vos structures de gestion du risque, rationalisez vos prises de décision au maximum, entre guillemets, créez un processus de décision qui doit devenir de plus en plus rationnel. La seule chose qui varie en soi dans ce processus, c'est les signaux. Et oui, puisque ça, tous les trades seront différents et vous allez les gérer de façon différente. Mais le process, lui, doit rester le même. Et c'est ce processus qu'on appelle la gestion du risque. La mesure du risque, elle est indépendante, évidemment, de chaque trade. Allez, on passe en conclusion. Ok, donc, gestion du risque, petite introduction aujourd'hui, c'est la première fois qu'on rentre vraiment dans ces nuances de gris. Je reste très en surface de la chose et qu'on soit bien d'accord, quand on va attaquer les gestions du risque des niveaux intermédiaires et des niveaux experts, vous allez pleurer à côté de ça. Aujourd'hui, c'est easy, hein. C'est juste de dire, entre guillemets, la principale information que vous devez retenir sur la mesure de votre risque, c'est vraiment donc cette information importante. Lisez toujours de droite à gauche, ou en tout cas essayez de le faire, même si au début vous avez ce réflexe de lire de gauche à droite, vous blâmez pas non plus, mais essayez de progresser vers cette lecture de droite à gauche. Essayez plutôt de repérer votre contexte par sa position actuelle et valider la rationalité de ce contexte dans le sens inverse. Autrement dit, c'est vraiment « Ah, je vois qu'on a renversé les contextes, est-ce que on n'a pas une tendance avant ?» Voilà, c'est plus moi dans ce schéma-là que je raisonne que l'inverse. Ok. Notez ensuite que donc une fois que vous avez bien validé tous les éléments de la gestion du risque, ce qui est important, c'est de regarder la partie signal en bas. Déjà, est-ce que dans cette zone, il y a des signaux qui répondent? Si oui, vous pouvez mesurer à ce moment-là ce qui s'est passé avant. Okay, vous pouvez évidemment travailler en amont, c'est-à-dire que ce qui est figé dans le temps, le signal de la première et de la deuxième borne sont déjà là, ils vont pas changer. Donc même si vous entrez dans la zone qui n'a pas encore de signal, vous pouvez d'ores et déjà pré-mâcher votre gestion du risque. Vous dire, ok, je peux étudier ma deuxième borne, ma première borne, éventuellement les structures de vagues, etc. Tout ce qu'on a mâché ici, et qui ne sont encore une fois que la partie haute de l'iceberg, hein. Mais juste de dire, ça a déjà une bonne introduction. Faites tout ça avant de prendre le trade. C'est toujours mieux même de le faire quand vous rentrez dans la zone spéculative, de faire cette analyse. Comme ça, quand le signal arrive, vous avez déjà défini votre niveau de risque, vous n'avez plus qu'à intervenir, mesurer la taille du stop loss, prendre le trade, le placer, etc. Okay, donc c'est vraiment dans ce sens-là que je vous recommande de le faire et de progresser. Là, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Pour le faire, il y a une structure très simple, c'est d'utiliser le replay. Il n'y a rien de mieux que ça. D'abord, apprenez donc à les repérer sur des graphiques déjà construits. La deuxième étape, c'est de passer sur des modes replay, rejouer de la donnée historique et essayer de voir si vous arrivez à les repérer en temps réel. Ensuite, une fois que vous repérez bien ces zones spéculatives de façon rationnelle, l'étape suivante, c'est ouvrir un compte de trading et faire la gestion du risque. Trader toujours des tailles de position minimales, quoi qu'il en soit, au début. Le principe pour vous, ça va juste être de dire est-ce que je mesure bien le risque et de vous familiariser avec la réponse de marché. Mais quoi qu'il en soit, même si vous êtes là et que vous voyez un super bon signal, putain, vous n'allez pas risquer du capital. Vous mettez les tailles de position, allez, à la limite, au lieu d'un micro-lot, vous en mettez 2 si vous vous sentez vraiment chaud. Mais vous restez vraiment toujours sur les tailles de position extrêmement réduites, parce qu'au début, vous maîtriserez que dalle, et vous allez être sous l'influence de biais extrêmement puissants, qu'on travaillera un peu plus tard dans d'autres émissions. Ok ? Mais comprenez bien, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent, vous êtes là pour apprendre à mesurer le gradient de risque dans un premier temps. Donc, que vous preniez 2 lots ou que vous en preniez 10, en soi, ça ne changera rien. Et à ce stade-là, votre espérance de gain est plutôt toujours neutre, voire négative. Donc, faites pas les marioles. En fait, prendre 10 lots au lieu de 2, ça peut vous rapporter 5 fois plus, mais ça a plus de chances de vous coûter 5 fois plus. Donc, c'est con. Ne le faites pas. Ok ? En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comprenez bien donc qu'il y a plusieurs natures de signal. Ce qui est important, c'est que les signaux doivent coller avec l'information. C'est absolument essentiel que ça se fasse sous cette forme-là. Allez, je vous mets un petit résumé rapidos parce que j'ai oublié de le faire dans l'émission précédente. Donc voilà. C'est bien comme ça qu'on fait, on récolte des informations, on donne une note. Essayez de faire ça avant de prendre le trade pour que tout soit pas fait dans l'urgence, parce que c'est souvent dans l'urgence qu'on fait n'importe quoi. C'est comme ça que je vous le dis. Quitte à vous laisser une petite note, un petit commentaire à côté du graphique, si ça déclenche, tu prendras de l'eau, et puis voilà. Essayez de vous laisser des marques, voilà. Mais essayez de le faire en amont. Okay, travaillez. Rappelez-vous bien que certains contextes vont avoir un certain type de signal nécessaire. Là, ici, on est vraiment encore que dans la partie gentille, où il n'y a que le contexte de range baissier qui requiert un signal particulier.
L'autre, il s'en bat les couilles, il veut juste un signal quel qu'il soit. Le range neutre, n'importe quoi. Dès que vous avez un signal dans la zone, ça va. Voilà. Puisque vous réduisez majoritairement le risque déjà à la base par des aspects graphiques qui sont des niveaux de retracement 76, des zones spéculatives assez demandées. Donc normalement, même un signal de qualité médiocre, ça fera quand même le travail. Maintenant, apprenez à hiérarchiser les signaux par rapport à ce qui est marqué dans le PDF. C'est hyper important, mais on s'en servira surtout plus tard. Voilà. Et pour finir, donc la dernière information, l'intérêt et l'avantage d'utiliser les indicateurs et des indicateurs en général, c'est que comme ils ont une occurrence dynamique et qu'ils se construisent automatiquement, vous pouvez utiliser un système d'alerte. Donc encore une fois, si vous payez des putains d'indicateurs, servez-vous-en pour ce pourquoi ils ont été faits, c'est-à-dire utiliser des alertes. Voilà. Évidemment, si vous n'avez pas les moyens de vous les payer, vous pouvez quand même mettre des alertes normalement sur les canaux. Donc, essayez quand même de faire ce schéma-là et de penser que la rationalité de ce que vous faites, c'est bien. Par contre, n'oubliez pas que donc s'il y a mise à jour des canaux à faire, il va falloir le faire et donc mettre à jour le dispositif d'alerte. Donc, c'est un peu ça on va dire le petit, la petite conséquence négative d'un processus non algorithmisé, c'est que vous allez quand même devoir revenir de temps en temps sur le graphique à intervalles relativement réguliers. Il ne faut pas revenir tous les matins non plus, enfin pas tous les 10 bougies, mais on va dire toutes les 50 bougies, il va falloir que vous reveniez, voir si la situation a évolué. Si tel est le cas, retracez vos canaux, etc., qui vont vous permettre de replacer vos différentes gestions du risque. Ok ? En gros, c'est la même chose, le seul truc, c'est que vous avez une nécessité de revenir assez régulièrement sur le graphique pour mettre à jour, parce que le temps passe, et quand le temps passe, les contextes vont changer, et comme vous avez quelque chose de figé, comparé à un algorithme qui, lui, va s'adapter, eh bien là, ce sera à vous de vous adapter. Voilà. Sur ce, on en a largement assez dit. 40 minutes, c'est un peu long, je sais, je suis désolé, mais c'est la première, et il me semblait intéressant de rentrer quand même un petit peu dans le détail. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous, et on se retrouve dans les suivantes, où je pense qu'on va peut-être attaquer un petit peu la partie psycho. Bye bye!